Merci à vous tous pour ces belles universités de rentrée, ces débats qui furent intenses, avec des mots qui sont revenus. Indépendance de la nation, souveraineté du peuple, exemplarité des comportements, esprit d'entreprise, sérieux budgétaire, responsabilité sociale, écologique, amour de la famille, considération pour nos territoires. Et puis, francophonie, outre-mer, voix libre dans le monde. Autant de mots, d'expressions, gorgés de sens, de références historiques et aussi d'espérance. Ce qui me fait dire, au terme de ces universités, que nous réalisons tous ensemble, ici, au-delà de nos différences d'origine, combien debout la France est le vrai parti gaulliste, j'allais dire gaullien, de l'échiquier politique. Le cœur de ce patriotisme-humanisme qui manque tant aujourd'hui aux Français pour les rassembler. Des Français qui, vous le savez, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, sont malheureusement écœurés, résignés, révoltés par ce système, et vous l'avez dit tous, politico-financier, qui détruit méthodiquement, systématiquement notre identité, nos valeurs, nos forces, notre exception. Tout ce dont nous avons hérité des générations précédentes, à la sueur de leur front, de leur sang, de leur génie. Alors, vous l'avez constaté, nous sommes au début d'un quinquennat et nous avons le sentiment d'être déjà à la fin, en pleine fin de règne. Pourquoi? Et vous l'avez dit, tout simplement parce que l'élection présidentielle de 2022 a été manipulée de A à Z par les oligarques de la Macronie. Elle n'a pas joué son rôle de respiration démocratique. Elle n'a pas permis le débat qui assoit naturellement la légitimité du vainqueur. Et la preuve, vous l'avez vu, c'est que le feu de paille a duré moins de 5 semaines et que les Français ont refusé au président de la République une majorité parlementaire pour mettre en place son funeste projet. Alors oui, le pouvoir d'Emmanuel Macron est légal, mais il n'est plus légitime. Et loin de vouloir comprendre cet échec, loin de vouloir tirer les leçons de ce fiasco, eh bien, Emmanuel Macron et la Macronie s'agitent, calomnient ses opposants, qui sont tous d'extrême droite, bien sûr, veut passer en force avec les retraites, et nous fait la politique du pire, celle à nouveau de la tension et de la division dans un pays à bout de nerfs, et plus grave encore aujourd'hui, celle de la guerre dans une Europe en morceaux. Alors voilà pourquoi l'heure est très grave. Voilà pourquoi chaque homme politique français a une responsabilité immense, celle d'apporter à nos compatriotes, avec le recul nécessaire sur les événements, avec aussi la bienveillance à l'égard de tous les Français, du bon sens, de la cohérence, de la persévérance et des repères. Oui, mes chers amis, vous avez été, comme tous les Français qui nous écoutent, effondrés de voir l'incohérence des décisions prises depuis plusieurs semaines, l'absurdité des choix publics, la profusion des mensonges. Et je voudrais citer quelques exemples rapides, puisqu'il n'est pas besoin de s'appesantir sur les dégâts du macronisme, tellement c'est abominable pour notre pays. Mais quand même, face au mur de la dette, des déficits budgétaires et extérieurs, un record cette année, Bruno Le Maire nous explique que la France est à 1 euro près. Les Français aussi, rassurez-vous, cher Bruno Le Maire. Mais alors, pourquoi se refuse-t-il à s'attaquer au vrai gaspillage que j'ai recensé dans mon livre Où va le pognon? C'est tellement injuste de vouloir s'attaquer à nos retraités qui ont des retraites de misère, alors que l'on pourrait récupérer 20 milliards d'euros sur les fausses cartes vitales, 10 milliards d'euros sur l'argent donné à l'Union européenne, des dizaines de milliards d'euros qui financent l'immigration et le remplacement de population. Voilà la réalité. De même, quand même, plutôt que de tirer les leçons de l'explosion de la délinquance, vous avez vu que Paris est au même niveau que Medellín en Colombie. Plutôt que de tirer les leçons, de construire des places de prison,
de renforcer la réponse pénale, d'expulser les délinquants étrangers. Ah ben non, Emmanuel Macron va éparpiller les migrants dans tous les villages de France, c'est-à-dire semer le chaos dans les communes qui en étaient préservées. Le pire étant dans cette incapacité permanente de ne jamais tirer les leçons de ces échecs. Et là, trop c'est trop sur la politique énergétique, franchement. Justifiant l'injustifiable, Emmanuel Macron ose encore défendre Fessenheim, la fermeture de Fessenheim, et se réjouir d'inaugurer 80 éoliennes maritimes qui défigurent la Loire-Atlantique. Alors, tenez-vous bien, qu'il en faudrait 2000 pour remplacer Fessenheim quand il y a du vent. Il a bradé à General Electric la filiale d'Alstom pour la racheter après 2 fois plus cher. Il a demandé à EDF de préparer la fermeture avec Madame Borne de 12 centrales nucléaires. Il a ruiné EDF en exigeant de vendre l'électricité bon marché au prix coûtant à des concurrents privés. Et il ose encore nous donner des leçons. Quelle honte! Il est totalement aveugle à l'explosion des prix et à la souffrance de nos compatriotes qui n'arrivent plus à faire leurs courses. Les prix alimentaires ont augmenté de 12%. Comment expliquer, franchement, et vous vous êtes interrogé cet après-midi, comment expliquer tant de décisions franchement contraires à l'intérêt national, contraires à la raison, contraires au bon sens? La bêtise, je ne crois pas qu'il soit bête. L'ignorance, je ne crois pas qu'il soit ignorant. L'idéologie, oui, sans doute. Sans doute. Le conflit d'intérêts, sûrement. La corruption, peut-être. Plus j'observe la vie politique française, plus je suis convaincu que rien ne pourra changer sans nettoyer les fameuses écuries d'Augias de la gangrène du conflit d'intérêts permanent, qui est le terme élégant dans le grand monde parisien pour la corruption généralisée, qui explique les choix qui sont faits aujourd'hui. C'est d'ailleurs dans le domaine de la santé où la vie de nos concitoyens, notamment dans nos maisons de retraite, a été sacrifiée sur l'autel de l'argent roi, qu'il y a de quoi être le plus révolté de tant d'indignité. Et je ne reviendrai pas sur cette terrible période du Covid. Mais nous pensions avoir vécu le pire avec la crise du Covid qui a porté atteinte à nos libertés, qui a gonflé le porte-monnaie des conflits d'intérêts. Et non, nous n'imaginions pas revivre au cœur du continent européen la guerre. Permettez-moi de prendre un instant sur cette affaire de l'Ukraine, au risque d'être impopulaire, mais je veux dire aux Français une autre vérité. Pierre Maillard, grand conseiller diplomatique du général de Gaulle à la fin de sa vie, est venu me voir. J'ai beaucoup échangé avec lui quand j'étais jeune. Et il m'avait dit un jour, lui qui a fait la politique étrangère de la France auprès du général de Gaulle, il m'avait dit, jeune homme, il n'y a pas de bonne politique étrangère en soi. Seule l'articulation, et je reprends ces termes, entre notre stratégie de défense, nos intérêts, nos valeurs et notre connaissance approfondie des nations qui nous entourent peut donner à la politique étrangère sa cohérence, sa force, sa vérité. Manifestement, Emmanuel Macron a fait tout le contraire, privant la France du rôle clé qu'elle devrait avoir aujourd'hui pour s'imposer comme l'arbitre d'un conflit et comme faiseur de paix. Il a préféré plutôt devenir le petit télégraphiste de Joe Biden et de Ursula von der Leyen, c'est-à-dire de jeter de l'huile sur le feu et de précipiter l'Europe vers la guerre totale, car c'est le vrai danger en cet automne. Alors j'aurais aimé, oui, qu'on se pose des questions fondamentales, et permettez-moi d'en reprendre quelques-unes. Première question, si l'agresseur est la Russie, et je ne l'ai jamais nié, n'oublions pas que l'Ukraine et les Américains ont leur part de responsabilité, notamment en ayant fait échouer les accords de Minsk qui prévoyaient l'autonomie du Donbass. N'oublions jamais que Jacques Chirac réclamait la neutralité de l'Ukraine, ce que les Américains ont toujours refusé en les armant toujours plus. Est-il acceptable, deuxième question, de basculer progressivement, en ce moment, de la protection légitime de la souveraineté ukrainienne
à une volonté de destruction de la Russie. Est-ce l'intérêt de la France? Je ne le crois pas. La France, d'ailleurs, a-t-elle l'outil de défense adapté à cette guerre de projection, alors que sa dissuasion nucléaire ne vaut que pour son territoire? Quant aux sanctions contre la Russie, ne vont-elles pas punir davantage les Français et les Européens, provoquant une crise économique et sociale cet hiver qui va affaiblir le continent pour 20 ans au plus grand profit de la Chine et des États-Unis d'Amérique? Enfin, est-ce vraiment crédible de porter en bandoulière nos valeurs quand on va, pour punir Poutine, chercher le soutien de régimes pires en Arabie saoudite, qui ont massacré les Yéménites, au Qatar, qui finance des mosquées islamistes, ou en Azerbaïdjan, qui massacre nos frères chrétiens arméniens? N'y a-t-il pas un autre chemin à emprunter, celui du général de Gaulle dans ses discours de Phnom Penh ou de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin à l'ONU? Vous l'avez compris, car les réponses sont dans les questions. L'engagement irraisonné de la France dans la surenchère en Ukraine est une pure folie pour la France et pour l'Europe. Voilà pourquoi je réitère mon plan de paix: autonomie du Donbass, démilitarisation de l'Ukraine, retrait bien sûr des troupes russes, élections libres sous l'égide de l'ONU. Il n'y a pas d'avenir de l'Europe au XXIe siècle sans une vraie coopération entre l'Ouest et l'Est. Poutine passera, Zelensky passera, mais la Russie restera. Et ce conflit passera pour anachronique dans 10 ans ou 15 ans. Mais entre-temps, le continent se sera suicidé. Car contrairement à ce qu'on nous dit, nous avons des valeurs à partager et une civilisation avec la Russie. Alors vous le constaterez, et je ne veux pas être plus long là-dessus, jamais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous n'avons connu en France un pouvoir aussi dangereux pour les Français et destructeur pour la France. En vérité, nous voyons à l'œuvre une oligarchie, mélange d'intérêts financiers et d'idéologie post-68ard, qui pille les richesses du pays, qui appauvrit les Français et qui détruit notre identité. La finance mondialisée et la culture woke se font la courte échelle, chacun pensant que l'autre est l'idiot utile. Ce rouleau compresseur est d'autant plus agressif et totalitaire qu'il sent les résistances des peuples. Regardez comme il a traité Giorgia Meloni, post-fasciste, extrême droite, complotiste. Tout ça pourquoi? Parce que Madame Meloni se revendiquait femme, mère, italienne, chrétienne. Trop, c'est trop. Arrêtons de subir. La première bataille est dans le choix des mots. N'acceptons plus ces mises à mort symboliques dans des médias subventionnés par nos impôts. Nous sommes, et je veux vous le dire ce soir, idéologiquement aujourd'hui majoritaires dans le pays. Tout l'enjeu, maintenant, est de transformer cette victoire de la pensée en victoire politique, de faire ce qui a été fait en Italie il y a une semaine, en France demain. Cela veut dire gagner 3 batailles que je vais détailler maintenant. Celle de l'union, celle de la crédibilité du projet, celle de la liberté. Unir les amoureux de la France. Reconnaissez que j'ai quand même essayé. Qui a, en 2017, brisé le tabou du soutien à Marine Le Pen? C'est moi, et j'étais tout seul. Qui a créé les amoureux de la France pour essayer d'organiser une primaire ouverte pour 2022? C'est moi, mais il n'y a pas eu de réponse, et il y a eu 3 candidats patriotes. Qui a été déçu de voir Jean-Luc Mélenchon faire le travail qu'on aurait dû faire pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale? C'est encore moi. Il ne s'agit pas de revenir sur les responsabilités partagées des uns ou des autres, sur les mots qui ont blessé, mais de dépasser tout cela pour demander droit dans les yeux, l'union des républicains, des souverainistes, des patriotes, l'alliance de la dernière chance pour la France. Alors oui, Jean Lassalle, Florian Philippot, Laurent Wauquiez, Marine Le Pen, Éric Ciotti, Marion Maréchal, Éric Zemmour, Michel Onfray, Rachida Dati, Nadine Morano, François-Xavier Bellamy, Jordan Bardella, tant d'autres. Oui, je m'adresse à vous, vous qui avez la passion de la France. Franchement, droit dans les yeux,
il y a moins de différence entre nous tous qu'entre Silvio Berlusconi, Matteo Salvini ou Giorgia Meloni. La seule différence, c'est qu'elle a gagné et que nous avons perdu. Quand allez-vous comprendre que nos électeurs n'en peuvent plus des égos, des susceptibilités, des vieilles rancunes, des querelles du passé et même des différences programmatiques, quand ils assistent impuissants au naufrage de notre pays, à la disparition de ce qui a toujours fait la France, son existence même. Alors bien sûr, il faudra que chacun de nous, nous compris ici à Debout la France, nous abandonnions une part de notre identité dans une coalition pour gagner. Il faudra bien sûr accoucher d'un programme commun dont je vais vous parler. Mais n'est-il pas temps de présenter un gouvernement de salut public aux Français? Et n'attendons pas 2027. Emmanuel Macron nous donne l'occasion. Il veut dissoudre. Chiche, banco, bravo. Une motion de censure, la dissolution et une coalition pour sauver la France dès le mois prochain, dès le mois de janvier. Allez, Emmanuel Macron, allez-y. Faites votre réforme des retraites injuste, honteuse pour les pauvres retraités. Et nous disons, ayez le courage de dissoudre et les Français vont arbitrer. Et vous vous démettrez comme MacMahon. C'est ça l'enjeu. Mais pour ça, il faut s'unir. Alors je le répète, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Laurent Wauquiez, Florian Philippot et tous, rassemblons-nous, de gauche, de droite, qu'importe. Ce n'est pas l'alliance de la droite. C'est l'alliance des patriotes, des souverainistes, de ceux qui aiment la France, qui veulent la sauver. Voilà ce que je vous propose. Mais bien sûr, il ne s'agit pas simplement de rassembler des gens qui ne pensent pas toujours pareil. Mais il s'agit de bâtir un programme commun de sauvetage de la France, avec des gens que certains diront de très à droite, j'emploie pas le terme qui est injuste, ou très à gauche, tant pis, on s'en fiche. Dans la résistance, il y avait qui pour faire sauter les trains? Les gens qui ne regardaient pas leur couleur politique. Et pour ça, il faut bâtir un programme. Alors, je vais vous le dire, je crois que nos compatriotes sont franchement lassés des projets politiques tant ils ont été trompés par des démagogues sans scrupules. Pour restaurer la confiance et démontrer qu'une autre politique est possible, il est impératif, comme j'ai essayé de le faire dans le Tour de France, des solutions. J'ai été vous voir en Isère, j'ai été vous voir un peu partout, là, au cours du mois de septembre, je ne me souviens même plus, tellement j'ai fait de déplacements. La Vienne, oui, j'oubliais la Vienne, l'Isère et tant d'autres. Je me suis beaucoup déplacé. Et à chaque fois, j'ai vu des Français qui me disaient « Mais pourquoi vous croire, vous? On a tellement été trompés. » C'est ça le poison du pays. C'est la démission générale. Et je crois que le seul moyen de tordre le cou à cette fausse idée que tous pourris, tous pareils, eh bien, c'est de dire à chaque fois quelle solution on apporterait si nous étions dans la même situation que le gouvernement. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, pour rétablir l'ordre, on ferait comme tous les pays du monde, on rétablirait nos frontières et on expulserait les délinquants étrangers. Parce que même l'Algérie le fait tous les jours. Et je ne vois pas ce que ça a de choquant. Tous les pays le font. Par exemple, pour lutter contre les violences faites aux femmes, il y a un pays qui a réussi, c'est l'Espagne. Il y a une réponse pénale en 15 jours. Voilà. Pourquoi on ne le fait pas en France? Dans un autre exemple, on peut sortir la France du prix de l'électricité européen. Il y a 2 pays qui viennent de le faire, le Portugal et l'Espagne. Pourquoi on ne le fait pas? Par exemple, on pourrait mettre en place la TVA à 0% pour les 20 produits de première nécessité. J'ai fait une proposition de loi. J'ai même été avec un caddie, montrer que ça permettait de vraies économies pour les familles. Et on peut financer ça, franchement, par une taxe sur les super profits, des profiteurs de guerre qui redistribuent des dividendes hallucinants sur un simple profit de circonstance. Quand même, je vois, je ne cite pas l'entreprise, des rachats d'actions pour 8 milliards d'euros, des dizaines de milliards d'euros, alors qu'avec ce même argent, on pourrait soulager la peine des familles qui ne peuvent plus manger. C'est ça la réalité du pays. Qu'est-ce qu'on attend? Je pourrais à l'infini multiplier les exemples. Tiens, un autre, si j'ai été à la foire de Beaucroissant,
les agriculteurs en Suisse. Pourquoi la Suisse n'a pas d'augmentation des prix alimentaires? 3% contre 12% en France. Parce qu'ils ont une politique protectionniste qui défend leurs éleveurs. Et pourtant, la Suisse est un pays libéral, ce n'est pas un pays kolkhozien. Pourquoi ce que font les Suisses, on ne peut pas le faire nous? Pourquoi une infirmière est payée 3 fois le prix en Suisse qu'en France? Parce qu'ils ont bien géré leur budget et qu'ils mettent l'argent où il faut. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que quand les gens vous disent « Oui, tous pareil, qu'est-ce que vous feriez de mieux ?» Ben dites-leur, mais pourquoi y a-t-il des pays autour de nous qui ont 3 fois moins de chômage? La Suisse encore. Pourquoi il y a des pays qui arrivent à lutter contre la délinquance? Pourquoi il y a des pays qui assurent leur indépendance? Pourquoi? Et pourquoi nous, on n'en est pas capable? Parce que nous avons des gens malhonnêtes au pouvoir. Voilà la raison. Alors, bien évidemment, et vous le savez tous ici, on ne pourra pas échapper à la question centrale de la souveraineté qui doit être retrouvée si l'on veut agir avec efficacité. Et c'est d'ailleurs, et vous l'avez bien vu, parce que je sais ce que vous pensez quand je parle, à force de vous connaître, vous êtes dit, il nous présente une coalition, mais dans cette coalition, il y a des gens qui ne sont pas très souverainistes. Oui, parce qu'il faut gagner. Mais c'est vrai que c'est l'obstacle à la formation d'une vraie coalition entre ceux qui acceptent les règles de l'Union européenne et nous qui pensons que ces règles sont les responsables de la catastrophe du pays. Il faudra trouver un compromis, mais il faut le trouver comme Giorgia Meloni l'a trouvé avec Berlusconi, avec Matteo Salvini. Ça sera peut-être moins pur et moins parfait, mais c'est mieux que l'impuissance totale et de laisser Macron gouverner la France et la détruire. C'est quand même ça l'enjeu. Et il faudra trouver le chemin de crête permettant de rassembler tous ceux qui ont compris que seule une France libre peut être forte et juste. Alors nous avons une alliée inattendue dans cette affaire, c'est Madame von der Leyen. Car les oukases suicidaires de Madame von der Leyen, sa corruption généralisée, je pense, vont donner la nausée aux européistes les plus convaincus. Et je pense sincèrement que ce système bruxellois est à bout de souffle. Il était censé nous apporter la prospérité et la paix. Il nous apporte la misère et la guerre. Souvenez-vous, souvenez-vous. Alors là aussi, ce sera le temps des élections européennes. Ce sera le moment de proposer une organisation alternative, la seule possible, celle de l'Europe des nations libres et des coopérations concrètes. Je sais que beaucoup penchent vers le Frexit, mais je vous le dis, le Frexit est une fuite en avant. Je pense que les Français ne veulent pas du Frexit. Le Frexit rend service aux macronistes. Je pense que les Français veulent simplement retrouver la liberté de la France et qu'on peut retrouver la liberté de la France tout en renégociant des accords, surtout s'il y a des régimes comme Orban, comme Meloni et comme d'autres qui viennent de gauche ou de droite, qui ont bien compris qu'on ne peut plus laisser la Commission de Bruxelles, qui est la Commission américaine, décider du destin de l'Europe. Et donc je pense qu'il ne faut pas partir sur un objectif peut-être romantique, souhaitable, mais inatteignable à court terme. Et je veux, moi, qu'on sauve la France dès maintenant. Alors, rétablir l'ordre, bloquer l'immigration, récompenser le travail, augmenter le salaire net, supprimer les gaspillages, reconstruire l'école de la République, reconstruire l'hôpital public, reconstruire nos universités, nos étudiants souffrent énormément, énormément. Valoriser la famille, redonner la parole au peuple par le RIC, et exprimer une voix de la France indépendante, quand même, doit être à notre portée, responsables politiques qui partageons toutes ces valeurs. C'est ça l'enjeu des prochains mois. Et une fois ce projet négocié entre les hommes et femmes de bonne volonté, il faudra alors entamer la bataille des batailles, qui est la condition de toutes les autres. Car on peut faire l'unité et être traité d'extrême droite. On peut avoir le meilleur programme et être traité d'extrême droite. Ce que nous ne sommes pas, bien sûr, quand je pense à mes parents qui ont vécu les rafles, qui ont vécu la résistance. Vous n'imaginez pas la souffrance qui est la mienne quand je vois ces torchons comme Le Monde écrire extrême droite derrière mon nom. C'est intolérable. Je vous le dis, intolérable. Heureusement, de moins en moins de gens les croient, mais c'est insupportable. Et
Pour gagner, il faut gagner la bataille de l'information, la bataille de la liberté. Et là, je pèse mes mots pour les quelques minutes qui me restent. Jamais je n'aurais pensé, dans ma vie d'homme politique et de citoyen, devoir me battre pour la liberté. Jamais. Je n'ai pas à vous convaincre ici, puisque vous avez fait campagne difficile derrière un slogan qui était le choix de la liberté. Nous avons été souvent critiqués, pas toujours compris, mais je persiste à penser que c'est nous qui avions raison. Parce que si vous réfléchissez à la rapidité avec laquelle l'étau se resserre sur des libertés qui nous paraissaient fondamentales, éternelles, évidentes, je n'oublierai jamais les gilets jaunes réprimés avec indignité dans l'indifférence générale. Des hommes et des femmes éborgnés, massacrés sur les trottoirs de Paris. C'est ça la réalité. Je n'oublierai jamais la période du Covid qui a révélé la manipulation des opinions par la peur, la puissance des multinationales, du numérique qui tiennent les États comme ça, l'évanouissement de tous les contre-pouvoirs. Où étaient passés les intellectuels français? Où étaient passés les féministes? Où étaient passés les syndicalistes? Où étaient passés... disparus. Circuler, il n'y a rien à voir. Le trouillomètre, disparu. La concentration des capitaux en des fonds d'investissement tentaculaires qui sont actionnaires à la fois des multinationales qui veulent nous vendre leurs produits ou leurs injections et des médias ou des réseaux sociaux qui sont censés exprimer une opinion neutre et qui en vérité sont leurs bras armés, eh bien, montrent le danger pour nos libertés. Ces fonds d'investissement, comme BlackRock, pourquoi pas le citer, qui ont aussi pour pions des chefs d'État ou de gouvernement qu'ils ont achetés, qui ne peuvent rien leur refuser, comme l'a montré la proximité d'Emmanuel Macron avec son président, ou le scandale McKinsey, qui est passé comme une lettre à la poste. Des centaines de millions donnés à ceux qui l'ont aidé à être président de la République. Mais je ne sais pas si vous réalisez, si c'était un homme de droite ou de souverainiste qui avait fait ça, vous auriez eu des articles à rien. C'est passé. Comme le prouve aussi son empressement à faire la réforme des retraites. Le régime des retraites est excédentaire cette année de 3 milliards d'euros. Il n'y a aucune raison objective, les amis. Dites-le, criez-le. Aucune raison objective financière de faire la réforme des retraites. Le déficit dont on nous parle est fallacieux. Ils arrivent tout juste à 7 milliards d'euros en 2032 en prenant les hypothèses les pires. Le régime des retraites français est équilibré, il suffit de ne pas délocaliser d'emplois. Il faut donc s'occuper des emplois et de la natalité. Mais le régime des retraites, c'est pas ça. Le régime des retraites, c'est à nouveau, après avoir fait peur aux Français avec le Covid, après avoir fait peur avec la guerre, de faire peur sur le pouvoir d'achat pour paupériser les retraités et qu'ils se tournent vers les offres de retraite privées par capitalisation que M. BlackRock va proposer aux Français. Voilà le schéma. C'est le dernier marché dont veulent s'emparer les firmes multinationales. Ils ont voulu s'emparer de l'électricité, ils ont raté. Ils ont voulu s'emparer de la santé. Ils grignotent en détruisant l'hôpital public. Ils grignotent. Ils veulent s'emparer de l'éducation nationale. Ils la détruisent pour, bien sûr, la remplacer par des privés. Et ils veulent s'emparer de vos bas de laine parce que la France est le pays qui a l'épargne la plus forte du monde en pourcentage. Et cette épargne, BlackRock la veut. Alors, ne lisez plus les journaux qui vous racontent n'importe quoi sur ce sujet. Échange de bons procédés entre des pouvoirs corrompus, des oligarques avides d'argent et des médias lâches, pour ne pas dire plus. Bien sûr, tout cela, comme dans le monde d'Orwell, pour notre bien, notre santé, notre planète. Bien sûr, c'est pas contre vous, c'est pour votre bien qu'on vous dit tout ça. Ajoutez à cela les fantastiques progrès de l'intelligence artificielle, de la robotisation et la suppression programmée de l'argent liquide. Et vous deviendrez un QR code
qui devra bientôt voter par Internet et obéir à des ordres changeants pour simplement sortir de chez vous, allumer le chauffage, aller vous promener, aller au cinéma, sortir du pays. Voilà la réalité. Ce monde en préparation est un cauchemar pour moi, parce qu'il est contraire à tout ce que j'ai appris, à toute mon éducation, à tout ce qu'est la France, à toute sa spiritualité, à cette éducation des Lumières, de ce que fut toute l'histoire de France et tous les principes liberté, égalité, fraternité. Voilà pourquoi ce n'est pas être complotiste que de le dire, que d'oser le dévoiler, c'est d'être avant-gardiste. Nous sommes en avance, nous ne sommes pas complotistes, pas du tout. Nous ne sommes pas complotistes parce que nous avons un avantage sur les autres. C'est que nous connaissons l'histoire de France et du monde. Et nous savons que l'histoire n'est jamais écrite d'avance. Et que, heureusement, la volonté humaine peut inverser le cours des choses. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'empêcher la marche du monde scientifique, mais tout simplement de prendre le meilleur de l'innovation, comme toujours, au cours des siècles, tout en sachant en encadrer l'usage et en maîtriser les pouvoirs. Il y a urgence à réglementer les algorithmes, par exemple, qui faussent les audiences sur Facebook. Je ne comprends pas pourquoi à chaque fois que je parle de la santé, je fais très peu de vues. Alors que quand je parle de la santé, mais sans mettre le mot vaccin dedans, je monte à 300 000. Et dans d'autres cas, je suis à 10 000 parce qu'il y a le mot vaccin. L'algorithme, dès qu'il voit le mot vaccin, ferme. Bah oui. Il faut protéger les journalistes indépendants. Il n'y a pas les méchants journalistes et les gentils hommes politiques. Il y a des journalistes qui peuvent dépendre de puissances d'argent et qui souhaitent être libres. Il faut les défendre, les protéger. Il faut interdire aux puissances d'argent d'être propriétaires de médias, surtout quand ils dépendent de la commande publique. C'est interdit aux États-Unis, c'est interdit au Brésil, pas en France. Et heureusement, mes amis, note d'espoir, car il faut garder de l'espoir. Partout dans le monde, des lanceurs d'alerte, des scientifiques, on pense à notre grand professeur Montagnier, des responsables politiques, des hommes de foi, des syndicalistes, des intellectuels, des journalistes, des entrepreneurs se mobilisent. Même au Congrès des États-Unis, regardez les auditions de certains sénateurs américains qui sauvent l'honneur de ce pays, pour dénoncer cette inhumanité qui voudrait rapprocher au point de les confondre l'homme et le robot. L'homme devient robot, le robot devient homme. Et à la fin, ils fusionnent. La dernière étape, ne vous y trompez pas, et je n'engage que moi, et pas le mouvement. Car j'estime qu'en ces questions de conscience, chacun aura sa position sur les projets de loi qui vont arriver sur la fin de vie. Mais la dernière étape pour moi, ne vous y trompez pas, là aussi pour votre bien, pour abréger vos souffrances. La dernière étape, disais-je, étant l'euthanasie, c'est-à-dire le suicide assisté, le suicide organisé, le suicide imposé, le meurtre en série pour des raisons financières. Le combat pour la liberté rejoint bien sûr celui pour la vie, pour l'identité, pour chaque être qui est unique et intouchable. Oui, nous combattons, à Debout la France, en tout cas moi, pour cette petite flamme qui est la conscience humaine, que rien ni personne ne peut dompter, enfermer, acheter. C'est fondamental. Et l'enjeu du XXIe siècle, c'est de sauver l'homme, l'individu, dans son mystère, dans sa fragilité et dans sa force. Et je voudrais conclure mon propos, et vous le voyez bien, c'est bien au-delà de toutes ces questions politiciennes ou politiques, dans cette dimension philosophique. Pourquoi nous sommes gaullistes ici? Parce que le général de Gaulle n'était pas un homme politique comme les autres. Alors ne me demandez pas, je ne me prends pas pour le général de Gaulle, loin de là, d'être comme les autres. Ça ne m'intéresse même pas. Vous pouvez en trouver d'autres. Le général de Gaulle, on en revient toujours à lui, ce géant qui nous surplombe.
parce qu'il nous rappelait l'essentiel par 2 citations prémonitoires. Incroyable. Première citation, et j'aime pas les citations, ça fait un peu livresque. Il n'y a de querelle qui vaille que celle de l'homme. Or, nous arrivons à ça. Ils veulent détruire l'homme. Ils veulent le détruire. Ils ont commencé de le détruire. Et puis, il avait une autre phrase qui nous relie au monde. Il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Eh bien, vous comprendrez, chers amis, pourquoi, une fois de plus, nous avons le plus beau combat du monde, qui est le combat de rendre à la France sa grandeur et de rendre aux Français leur liberté. Voilà. Venez avec moi, allez. On va chanter la Marseillaise. Allez, venez. Alors, on va chanter une belle Marseillaise. Venez tous. Allez. Notre ami de Martinique. La Martinique est où? Il y a la Martinique, la Guadeloupe, Marion, la jeune. Allez. Allez. On va. Et ils ont fait. Et nos compagnes, aux armes citoyens, formez nos bataillons.